Salut, bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui, retour sur le 5e épisode d'House of the Dragon diffusé cette semaine sur HBO et intitulé Nous éclairons la voie, référence à la famille Hightower. Cet épisode était une véritable masterclass, tant sur le rythme que sur la mise en scène. Visuellement, c'était très beau, avec de nouveaux paysages de Westeros comme le Val verdoyant ou la Marque, foyer des Vélarions, jolie petite presqu'île à l'entrée de la baie de la Nera. Les tenues sont également extraordinaires, je ne peux vous en dire trop, mais vraiment magnifique travail des costumiers et décorateurs qui nous avaient déjà habitués à ce genre de perfection lors de grosses scènes de Game of Thrones, comme le mariage royal, les noces pourpres ou le banquet final de Winterfell. La musique lors de l'entrée d'Alicent au banquet, une merveille, on en reparle plus loin dans la vidéo. Les acteurs toujours au top, Daemon qui ne dit presque pas un mot de l'épisode et qui a toujours plus de profondeur que la moitié du casting des Anneaux de Pouvoir, ou alors les nouveaux personnages comme le fils de la nouvelle main qui joue bien son rôle de nouveau fouineur en chef, et la Lady Duval qui a su me plaire en quelques mots seulement, rappelant certains autres personnages féminins de l'univers de George R.R. Martin. Le roi quant à lui reste fidèle à lui-même, pathétique mais suffisamment avisé pour faire la différence. La nouvelle main Lionel qui se rapproche encore du roi alors que celui-ci s'affaiblit, n'augure pas non plus du bon pour Rhaenyra, pourtant présentée depuis le début de la série comme l'héroïne. Le jeu des trônes est donc lancé dans cet épisode consacré pour la plus grande part aux noces de Rhaenyra et Laenor, comme teasé dans l'épisode précédent, et ce, à notre plus grand plaisir. En effet, cette scène va certainement devenir culte, au même titre que celle de Goth évoquée précédemment. Avant de continuer avec les spoilers, attention si vous n'êtes pas à jour, n'hésitez pas à vous abonner, et à commenter la vidéo. Nous sommes premièrement emmenés dans le Val où nous faisons la connaissance de Lady Rhea Royce, une jeune femme au caractère bien trempé et aux mots justes et sévères, un peu comme la jeune Lady Mormont dans Game of Thrones. Lady Rhea est la femme de Daemon que celui-ci nous avait décrite comme horrible, mais il n'en est rien, elle le déteste seulement. Dommage cependant qu'elle ne fasse pas long feu. Daemon réapparaît devant sa femme après ce qui semble être un très long moment, et sans un mot malgré la répartie de la jeune femme qui est excellente, il la tue froidement et repart. J'ai adoré la répartie de la jeune femme même alors qu'elle est sur le point de mourir, surtout quand elle lui dit qu'elle savait qu'il ne pourrait pas finir. Si elle l'avait vu dans le premier épisode. Dommage qu'on ne puisse pas en voir plus d'elle à l'avenir. Le roi Viserys, toujours présenté comme faible ou indécis, vomit ses boyaux en mer alors qu'il fait route vers la Marque pour proposer le mariage royal de Rhaenyra et Laenor à Corlys Velaryon. Comme si ceci n'était pas déjà assez difficile de devoir aller demander une alliance avec un traître, cette traversée semble une épreuve supplémentaire pour Viserys, affaibli par sa maladie. Reçu évidemment sans le respect qui lui est dû, le roi doit faire avec ses outrages tant cette alliance est importante pour son royaume. Mais s'il avait un peu plus de force, peut-être qu'il exigerait ce respect. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur le roi actuel des 7 royaumes. Pendant que le roi n'est pas à Port-Réal, Otto quitte la capitale et fait ses adieux à sa fille, mais pas sans d'abord tenter de manipuler encore une fois Alicent, en tordant la réalité et l'histoire à son avantage afin de rentrer dans le cerveau de sa fille. La graine est plantée, et elle va maintenant germer jusqu'à mener au conflit teasé dans le tout premier trailer de la série. L'absence d'Otto ne se fera pas sentir très longtemps, ne vous inquiétez pas car le fils de la nouvelle main semble bien parti pour lui succéder, mais dans un tout autre style que celui du père de la reine. Ici, on a un personnage qui joue de son apparente faiblesse et de ses talents d'observateur, ou d'espion, à voir, mais surtout qui ne manipule pas la réalité mais va plutôt rester dans le flou, parler à demi-mot, afin que la reine dans ce cas présent tire elle-même les conclusions des informations qu'il distille à propos d'un certain thé que le grand maître a préparé pour la princesse, ce que nous avons vu à la toute fin de l'épisode précédent. Et Alicent, pas bête, comprend très vite elle aussi de quoi il s'agit. Corlys reçoit donc un roi malheureusement affaibli par sa maladie et sa traversée, ce qui ne le met pas vraiment en position de force. Toutefois, malgré les tentatives de Corlys pour demander toujours plus, le roi, dans toute sa sagesse, parvient à un compromis qui semble valide, ainsi le mariage se fera selon ses termes. On comprend enfin ce que Rhaenyra avait en tête en acceptant si facilement d'épouser Laenor. Celui-ci a en effet des appétits différents, ce que Rhaenyra savait étant sa cousine. Ainsi, avoir un mari qui préfère la compagnie des hommes, qui ne lui imposera pas sa présence dans son lit, fera d'elle une femme libre de passer ses nuits comme elle l'entend. Retour sur Corlys, un peu dans le déni concernant son fils, il a osé sortir le classique « ça lui passera », c'est bien connu, ça va, ça vient, ce genre de choses, hein. Mais ce qui l'inquiète le plus c'est d'en avoir trop fait face au roi, alors que sa femme Rhaenys, la cousine de Viserys, ne montre aucun respect pour celui qui porte sa couronne, alors que quelques minutes avant elle était toute gentille et mielleuse avec son cousin. En souhaitant défendre l'honneur de sa femme et corriger l'injustice qui lui a été faite, Corlys s'engage par là même à éviter à Rhaenyra le destin qu'a eu la reine qui ne fut jamais, rejetée par un monde d'hommes. On a ensuite la confirmation de ce qui avait été annoncé à demi-mot quand on voit Laenor avec son amant sur une très belle plage alors que ce dernier se réjouit de cette opportunité pour Laenor et lui propose de devenir son bouclier lige. En parlant de protecteur, un très joli parallèle est fait sur Sir Criston qui confronte respectueusement Rhaenyra quant à sa décision d'épouser Laenor Velaryon, car ce n'est pas son choix, un choix qu'elle n'a pas fait par amour. Ici c'est un mélange d'instinct, de protection et de jalousie qui s'exprime à travers Criston. Il finit par jouer le rôle du tentateur en la poussant à imaginer ce que serait la vraie liberté pour Rhaenyra. Cette proposition de partir pour Essos et de se marier par amour
amour attendrit Rhaenyra, mais sa détermination reste sans faille. Elle est la dépositaire de la chanson de glace et de feu d'Aegon, et le destin de l'humanité est plus grand que ses désirs. Mais elle ne peut rien dire à Criston Cole évidemment. Sir Criston est amoureux de la princesse, mais il reste un chevalier qui tente de restaurer l'honneur de son nom. Et lorsque Rhaenyra lui parle de son arrangement avec Laenor, le garde royal craque et refuse d'être simplement l'amant caché dans le placard. Pour lui, la seule solution, certes utopique, était d'officialiser sa relation avec Rhaenyra. Dommage pour Rhaenyra, pour le coup c'est elle qui en a trop demandé à un homme bien, qui ne méritait pas ça et qui l'aimait vraiment, alors qu'il était peut-être le seul. De retour à Port-Réal sous le regard courroucé d'Alicent qui doit attendre de confronter le roi depuis un moment, celui-ci, tout juste sorti de sa charrette, s'écroule. Le roi est presque agonisant tant les plaies sur son corps se sont étendues. Le grand maître ne sait que faire et le roi s'épanche sur la trace qu'il laissera dans l'histoire de Westeros. Sa nouvelle main Lionel n'est décidément pas en reste niveau tactique. Après un très bon jeu dans l'épisode 2, il trouve à nouveau les bons mots pour le roi qui sent sa fin approcher. Le roi n'étant plus disponible pour son petit interrogatoire, Alicent convoque Ser Criston pour le questionner sur la virginité de Rhaenyra. Décidément, l'amitié semble définitivement enterrée entre les deux femmes. Toutefois, alors que la reine use des outils de son père en ne posant jamais clairement ses questions, Ser Criston craque et admet que c'est lui qui a défloré la princesse. Alors qu'il pense en avoir fini avec la vie, il ne se rend pas compte que c'est contre Rhaenyra qu'Alicent est en colère. En effet, le mensonge est bien réel. Rhaenyra lui a juré dans l'épisode 4 être encore vierge, et ce, dans le bois sacré. Or, c'était là encore un coup de couteau dans leur amitié, ainsi que dans sa relation avec le roi, complice par association de la trahison de sa fille. De plus, j'ajouterai ici que Ser Criston, en étant honnête puis épargné par la reine, vient de se jeter à pieds joints dans le jeu des trônes et risque de finir en charpie entre la reine et Rhaenyra. Même si on nous a déjà clairement teasé qu'il finirait dans le camp de la reine. Vous verrez à la fin de la vidéo en ce qui les concerne. Les Velaryons arrivent donc et en grande pompe à Port-Réal. La flotte et les dragons sont tous de la partie pour l'événement de l'année, les noces royales. Et ils ne sont pas les seuls, les Lannister, les Hightower, les Baratheon, ils sont tous de la partie. Et Jason Lannister ne manque pas d'aller cracher son venin, d'aller saluer le roi et sa fille. Déçu qu'il doit être d'avoir raté sa chance. Quand la famille Velaryon fait son entrée, bizarrement, on pourrait presque croire que c'est eux la famille royale. En comparaison aux Targaryens, ils sont unis et nombreux, ils ont la classe et le charisme est clairement là. À croire que l'histoire aurait pris un autre chemin si les lords de Westeros avaient accepté la reine Rhaenys des années plus tôt. Et c'est alors, comme à son habitude maintenant, que Daemon apparaît dans la salle du trône. Ultime provocation, encore une fois ignorée par le roi qui lui fait carrément apporter une chaise à sa table. Même Rhaenyra n'en revient pas. Ensuite, l'entrée d'Alicent était un grand moment. La salle bondée, le roi qui commence son discours et la reine qui apparaît sur les marches lui coupant la parole. Alicent avance calmement vers la table royale avec une musique de Ramin Djawadi évidemment, qui rappelle le thème de Cersei et ce moment à la fin de la saison 6. La tension devient palpable. Que va-t-elle dire? Que va-t-elle faire? Elle adresse un regard et un sourire à sa famille. On murmure même le surnom de lumière des Hightower. Et la nouvelle fouine du palais rappelle à un de ses camarades ce qui semble être un vieux dicton concernant la couleur de la lumière du phare lorsqu'ils partent en guerre. Le vert qui se trouve être la couleur de la robe de la reine Alicent Hightower. Elle adresse finalement des félicitations très froides à sa belle-fille, première fois qu'elle appelle Rhaenyra comme ça, et embrasse le roi avant de prendre sa place à table pour la suite du discours. L'ambiance est si froide dans la salle que le roi en perd ses mots, mais il parvient à remédier à cela avec quelques banalités sur les dragons et la puissance de sa maison, mais surtout avec quelques traits d'humour et la promesse de 7 jours de tournoi et de banquet avant le mariage royal. Beaucoup de choses se passent durant la traditionnelle danse entre les mariés. Déjà, on peut admirer la robe de Rhaenyra, je suis loin d'être un expert en robe de mariée, mais je la trouve très belle et très cohérente avec l'univers sans en faire trop. Ensuite, on se rassure en voyant la complicité entre Rhaenyra et son futur époux. Tout est alors une question de regard, entre celui lubrique de Daemon qui reluque sa nièce, Ser Criston qui tente d'éviter de regarder la princesse, l'amant de Laenor qui s'en aperçoit, Alicent qui bouillonne de rage, et le roi qui ne semble pas capter tout ce qui se passe autour de lui. Cette scène est vraiment très riche, et je ne parle pas du banquet ou des costumes. Daemon joue alors un coup de maître sous les yeux de toute la tablée alors qu'il se fait confronter sur son meurtre par Lord Royce. Il reste impassible face aux accusations et joue très bien l'ignorance avant de carrément réclamer son héritage, le château de la famille de sa femme. Bien joué Daemon, t'es le meilleur, ou le pire, je sais plus. Tout se met alors en action, chacun se déplace selon la stratégie qui lui est propre. Laenor rejoint discrètement son mec Sir Joffrey, oui avec un nom pareil on s'est tous demandé à quel point il allait ressembler au blondinet de Goth, et il lui dévoile le secret de Ser Criston. Ainsi les cartes sont distribuées, et chacun des époux détient le secret de l'autre. Daemon de son côté s'élance, dansant d'abord avec la jeune Laena Velaryon, qui semble voir clair dans son jeu alors qu'il la séduit grossièrement. Et Joffrey, le chevalier au baiser, oui c'est son surnom, décidément il les accumule, va se présenter à son homonyme, le chevalier Criston, pour lui annoncer qu'ils sont tous les deux dans le même bateau dorénavant, et qu'ils partagent le même secret. Décidément ce nouveau Joffrey cherche vraiment les embrouilles. Pendant que tout le monde s'amuse, mange et boit, on voit clairement que la reine est sur le point d'exploser, à la fois de rage et d'ennui.
La princesse qui passe un bon moment est interrompue finalement par Daemon qui atteint son objectif et danse avec elle tout en lui parlant en haut valyrien. Daemon tente de la dissuader d'épouser Lénore et Rhaenyra joue avec le feu en le provoquant toujours plus en le mettant au défi de l'enlever et de l'emmener sur Pendragon, suivant apparemment une vieille tradition targaryenne. Et ce sous les yeux du roi impuissant qui se met à bouillir aux côtés de sa femme. Puis soudainement c'est la panique, tout le monde est interrompu par un mouvement de foule qui met Rhaenyra en danger coincée entre une table et la foule, hystérique. Tout ceci est le fait de Sir Criston qui a craqué et qui est en train de fracasser la tête de Sir Geoffrey étalé au milieu de la piste de danse. Et c'est sur la cérémonie de mariage qui devait avoir lieu dans 7 jours que cet épisode s'achève. En effet, c'est dans la salle du banquet vidée en urgence que se déroule le mariage. À huis clos donc, sans le faste qui avait été promis. Un nouveau mauvais présage pour le règne de Rhaenyra. Surtout si on pense que les mariés sont en pleurs lors de leurs vœux prononcés à quelques mètres de la mare de sang du chevalier tué plus tôt. En réponse à cette gloire de bas étage qui se fait sous la lumière chaude des chandelles, on a droit à une très belle séquence sur Sir Criston, dans le bois du roi éclairé par la lumière froide de la lune. Donc d'un côté, un mariage d'une grande tristesse à la fin duquel le roi s'effondre à nouveau, et de l'autre, un magnifique moment d'espoir quand la reine Alicent empêche Criston Cole de se donner la mort. Ainsi, un lien indestructible vient de se créer entre ces deux êtres oubliés et même broyés par la couronne, ainsi que par les ambitions d'autres qu'eux-mêmes, entre deux personnes qui vont devoir survivre au jeu des trônes ensemble. Voilà, encore une fois, pas déçu par cet épisode magistral, très beau pour ne pas changer, on voyage en quelques minutes dans un univers toujours aussi riche et la scène du banquet et tout ce qui s'ensuit est simplement exquise. La photographie souligne à la perfection chaque séquence et la musique de Ramin Djawadi qui fait toujours autant plaisir, les costumes, les décors et la mise en scène sont au top. Que dire de plus, j'ai passé un très bon moment, 57 minutes qui sont passées trop vite. Mais clairement les choses s'accélèrent et les prochains épisodes vont nous rapprocher de plus en plus du début de la guerre civile qu'est la danse des dragons. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de partager la vidéo et surtout de la commenter. Vous pouvez me retrouver sur Twitter pour débattre de théories sur l'avenir de la série et plein d'autres choses. A la prochaine sur Anakaland. Bye.